Et maintenant, on va prendre une session, on va avoir une session de 5 à 10 minutes de questions-réponses. Et puis, Patricia va être en charge de modérer la session questions-réponses. Merci beaucoup de cette présentation, Perrine. Je pense que effectivement le rythme du suivi des patients a un impact fort sur l'adhérence et l'adhésion au traitement, et que c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a une meilleure adhérence au traitement antirétroviral chez les patients qui reçoivent un traitement anti-VHC, même si je veux bien, j'adhère totalement à la dynamique positive du traitement de l'hépatite C. Ma question, c'est peut-être, j'ai pas bien écouté, mais finalement, est-ce que dans les analyses, vous avez pu différencier les usagers de drogues actifs de ceux qui n'étaient pas actifs, notamment vis-à-vis de l'adhérence au traitement anti-VIH et anti-VHC? Donc, dans les résultats de l'analyse multivariée des déterminants de la non-observance aux antirétroviraux, vous avez pu voir que la variable recent drug use, donc l'usage récent de drogue, donc c'est les usagers actifs, est un facteur, bien sûr, un facteur de non-observance aux antirétroviraux. Donc ceux qui consomment moins de drogue ont une meilleure observance aux antirétroviraux. Voilà. Après, à ajuster sur d'autres variables également, mais voilà. D'autres questions? Béatrice. Ouais, alors, donc nous, ça interpelle un petit peu la question de la réduction des risques, parce que on nous a assez dit que si la réduction des risques avait été extrêmement opérante pour tout ce qui concernait le VIH, on n'avait pas été très bon avec le VHC. Moi, en t'écoutant, j'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas les outils, enfin, qu'on aurait les outils, mais qu'il n'y a pas encore suffisamment ni de volonté peut-être politique d'une part, ni aussi de prise de conscience, et je dirais... y compris dans le monde médical, j'entends encore par exemple l'idée de ne pas traiter les gens qui consomment de l'alcool, l'idée de ne pas traiter les gens qui ont des conditions de vie précaires. Je crois qu'il faut mettre l'histoire à l'envers, c'est qu'il faut commencer d'abord par traiter, donc donner les moyens que tu viens de lister qui vont améliorer alors, à proprement parler, ce n'est pas de la réduction des risques. En même temps, nous, les acteurs de la réduction des risques, on doit réclamer tous ces moyens-là pour donner aux personnes, en particulier les plus précaires, qui sont le vrai réservoir actif de contamination, les moyens d'accéder au traitement qui existent, quoi. Donc, moi, je l'entends comme ça. Et là, il y a quand même des pistes qui sont extrêmement précises, quoi, et validées. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire, Béatrice. Pour le VIH, on a vu que la réduction des risques a marché avec le programme d'échange de seringues, l'accès aujourd'hui au traitement de substitution et l'accès au traitement pour le VIH. Pour le VHC, il y a des pratiques à risque qui persistent et pour lesquelles tous ces outils de réduction des risques ne sont pas complètement efficaces. Donc on a certainement la consommation de stimulants qui augmente et qui doit être associée à la transmission de VHC, et donc il faut adapter les méthodes de prévention de la transmission du VHC, et peut-être à travers l'accès à des traitements agonistes pour la dépendance aux stimulants, et ensuite à plus long terme l'accès au traitement VHC comme on l'a fait pour le VIH aujourd'hui. Si je peux poser une autre question. Dans mon expérience, j'ai l'impression que ce qui freine le plus la mise en route des traitements anti-VHC dans notre population de patients co-infectés, c'est les comorbidités psychiatriques qu'on a fréquemment dans cette population. Donc, est-ce que vous avez pu faire cette analyse par rapport aux freins au début du traitement anti-VHC ? On a pu montrer que les symptômes dépressifs, effectivement, sont associés à une mauvaise observance.
Après, on n'a pas. Il y a des papiers en cours sur l'étude des comorbidités psychiatriques et l'impact sur l'efficacité. Patricia peut en parler peut-être. En fait, ce sont certains types de profils psychiatriques qui sont plus à risque d'une observance. Ils ne sont pas forcément les patients qui sont plus à risque d'avoir de la dépression pendant le traitement. Ce n'est pas forcément les patients qui ont des antécédents de dépression. C'est ça qui. Il y a de la littérature en ce moment qui met en évidence comme certains types de profils ont plus de chances d'avoir des symptômes psychiatriques. Un des problèmes majeurs du traitement, c'est pas que la dépression, c'est la colère, ce qu'on appelle la colère, l'irritabilité. Et le problème, c'est qu'avant de commencer un traitement, on passe à travers ce qu'on appelle en anglais le readiness to start, c'est-à-dire que parfois on retarde le traitement pour mettre bien en place tout l'accompagnement du patient, aussi familial et surtout le soutien de l'entourage. Et ça, parfois, ça peut être mal interprété comme un retard d'accès, mais c'est simplement une façon pour améliorer les conditions autour et pouvoir mieux gérer au mieux les effets secondaires pendant le traitement. Je ne sais pas, peut-être tu en sais beaucoup plus que moi. Je voudrais poser la question sur la réduction des risques et les évidences scientifiques que M. Stanks a montrées. Je pense que la chose peut changer pas par le changement des idées des politiciens, mais les idées de la population. Parce que les politiciens, ils pensent ce que la population pense et ce que les électeurs pensent. Et je crois qu'on a un déficit terrible parce que les gens qui ne sont pas touchés par la problématique des infections et de la drogue n'ont absolument aucune idée, sauf des idées extrêmement primitives sur ce que c'est le traitement et la réduction du risque. Et je trouve que, d'une manière générale, les évidences scientifiques ont peu de poids dans les politiques, que ce soit pour la toxicomanie, mais pour d'autres domaines aussi. I think the points you make are important, that the way in which different treatment or public policy approaches are described to the general public, to society, and also to politicians is extremely important. I think the way our field is developing and the way the whole health sector is developing, that needs to be accompanied by studies that give good quality evidence of either benefit or no benefit. So I think that the two go alongside each other, but the public communication aspect is crucial. And one very obvious area, so relevant to the current discussion, is around harm reduction, which there's a big transatlantic difference in the acceptability, which is partly to do with how it has been handled as a phrase and what is seen as associated with it. In Europe, you have many governments comfortable to use harm reduction as an underlying principle of their approach to both drug and alcohol policies, whereas in some quarters in North America, for example, it will be mistakenly seen as being the same as legalization. And those public confusions and misconceptions are crucial to the advancement of the field. So communicating it and improved understanding is one thing, but we ourselves need to invest in getting a better understanding of where the real levers and influences are. Otherwise, we end up arguing in defense of something that may have minimal impact. That would be our last. Oh, you want to comment on that? Okay. Juste un complément sur cette question, puisque pour avoir mis en place des enquêtes régulières sur l'opinion et la perception des Français, je peux dire que votre assertion n'est pas tout à fait juste, car s'il y a effectivement une méconnaissance d'un phénomène complexe, qu'on a nommé
John Strand, de l'usage de drogue à la fois par la population générale et les hommes politiques. Par contre, sur les dispositifs, il y a parfois divergence, car s'il y a convergence sur la question de la dépénalisation ou de la légalisation, par exemple, du cannabis, sur la question de la réduction des risques, la population générale française est plus favorable que l'est actuellement les hommes politiques sur les dispositifs de réduction des risques. Donc, nous avons un petit peu de temps pour quelques questions, pas beaucoup. Combien ? 10 minutes. Je voulais juste faire, merci beaucoup pour cette présentation, juste préciser quelque chose par rapport à l'expertise collective dont je faisais aussi partie. C'est-à-dire que on attend toujours, comme justement a été dit, que cette expertise devienne des actions en politique publique. Il faut dire qu'il y avait deux types de recommandations, d'action et de recherche. Donc, une des recommandations de recherche, c'était aussi de démarrer un certain nombre de recherches dans la clinique, dans les domaines des addictions, qui en fait en France ne sont pas suffisamment développés. Mais c'est vrai qu'on attend toujours que le gouvernement utilise ce travail qui a été fait avec beaucoup d'investissement et beaucoup de passion aussi. Bonjour, Frédéric Sorge. Je remercie Jean-Michel Coste d'avoir fait cette présentation. Je travaille dans un XAPA et nous sommes solidaires de cette démarche. Et je peux témoigner qu'un XAPA qui a été mis en place par la politique de réduction des risques des années 90 et 2000, sur 11 personnes, maintenant il n'y a plus que 5 personnes qui travaillent. Pour des raisons diverses et variées. Alors j'avais une question concernant la diminution de la mortalité chez les usagers de drogue injectable qu'on a pu observer suite à la politique de réduction des risques, qui était, je crois, essentiellement due à la réduction du nombre des overdoses. À quoi on attribue cette réaugmentation depuis les années 2004 ? Alors, à quoi ? C'est à l'émergence effectivement de nouveaux décès. Ça c'est clair. Parce qu'il y a des nouvelles populations, il y a des populations voilà, qui sont plus à risque. On a oublié aussi que les décès, c'est pas forcément l'injection. L'overdose, c'est pas forcément l'injection. Et de plus en plus, on documente d'ailleurs des décès hors injection. Alors c'est sûr, on n'a pas le temps de développer l'indicateur en lui-même est très biaisé. On sait qu'on n'observe qu'une partie des biais. Il faut des cohortes après pour confirmer les données. Par exemple, sur la baisse de la mortalité au milieu des années 90, on l'avait confirmé par pas tout à fait une cohorte, mais une pseudo-cohorte sur une cohorte d'interpellés pour usage d'héroïne. Et on avait pu démontrer qu'effectivement, ce que donnaient les indicateurs statistiques était confirmé par cette cohorte, qui avait un réel impact et une réelle diminution de la mortalité sur la deuxième moitié des années 90. Alors, là, on est quand même sur 5 ans de progression à un rythme très régulier de 15 à 20% par an. Donc là, je pense qu'on est quand même sur une progression qui fait plus de 70% par rapport au milieu des années 2000. Je crois clairement, pour moi, il me semble que par rapport à la tendance plutôt favorable sur le VIH et le VHC, et je vois par rapport au débat qu'il y a eu sur les salles de consommation, cette question de la mortalité n'a quasiment pas été mise en avant. Alors qu'il me semble que dans la situation globale épidémiologique, s'il y a un indicateur qui me semble le plus problématique, c'est celui de la mortalité. Jean-Jacques Desglans. Moi, j'aimerais une réponse peut-être mieux différenciée. Alors, est-ce qu'on fait des autopsies, j'imagine, dans ces cas-là? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant savoir si c'est des problèmes cardiaques, parce que c'est vrai que l'introduction massive des traitements de méthadone et de Subutex ont fait chuter les overdoses. Ça serait hyper important de savoir maintenant si c'est la cocaïne qui fait des troubles cardiaques, si c'est des suicides dus à une dépression chronique qui viendrait. Alors je pense que c'est quand même quelque chose qui serait urgent de mesurer
pour avoir au fond une idée plus précise des causes de cette augmentation quand même inquiétante de la mortalité. Je voudrais juste signaler qu'il y a en cours une cohorte sur la question de la mortalité, donc qui là pourra confirmer et notamment détailler les causes de mortalité. Alors on sera sur la mortalité globale, parce que les certificats de décès, c'est les décès directement liés à un usage de drogue. Donc, alors que la cohorte va porter sur la totalité de la mortalité, comme par exemple les suicides. Une question pour, disons, prolonger un petit peu ce qui a été dit, et puis un commentaire pour le professeur Desjarlais. Je pense qu'une des questions qui est posée, c'est est-ce que cette mortalité concerne une population de personnes qui sont prises dans le soin, ou est-ce qu'une partie importante de cette mortalité concerne une population qui n'est pas dans le soin? Et je pense que comme on a des autopsies et des enquêtes qui sont faites, peut-être que ça serait possible de le savoir, parce que le travail, enfin ce que vous avez publié, je crois que c'était en 2010, et qui est un excellent travail critique sur l'évaluation de la population des usagers de drogue en France, montre bien que on part sur des chiffres qui sont des hypothèses extrêmement floues, avec des a priori de sélection qui sont aussi, disons, qui permettent de comparer des chiffres entre pays, et qui partent aussi d'usagers qui sont en contact avec les structures de soins. Donc, si on considère que dans les années 80, ce type d'approche avec l'absence de traitement de substitution aurait été très insuffisante pour mesurer la population toxicomane, l'évolution avec notamment l'augmentation de la cocaïne qui fait qu'on a sans doute un nombre non négligeable de gens qui ont des contacts très épisodiques avec les structures de soins, y compris les structures à bas seuil, je pense que cette augmentation pourrait correspondre soit à des gens qui sont suivis, et comme l'a dit Jean-Jacques, à des gens qui ont des complications des traitements, soit à des gens qui émergent et qui sont des gens qui ne sont pas du tout pris en compte par le dispositif, qui ne s'est pas adapté à cette nouvelle situation. Donc je pense que c'est vrai que ça serait intéressant d'essayer d'approfondir ce genre de choses. L'autre élément, et qui est un commentaire un petit peu pour la présentation du professeur Desjarlais, je vais peut-être le faire en français puisqu'il y a une... Je me permets de faire un commentaire parce que je pense qu'une de mes publications a donné les chiffres pour un des chiffres sur la prévalence de la syphilis chez les toxicomanes en France. Je pense que, disons, une association n'est pas forcément une causalité. Que pour avoir suivi un certain nombre de malades et suivi l'épidémie à l'époque, je suis certain qu'il y a, enfin, je veux dire, l'hypothèse qu'il puisse y avoir des contaminations hétérosexuelles, des toxicomanes vers les hétérosexuels est quelque chose qui est d'autant plus, je dirais, conceptualisable que c'est sans doute la raison pour laquelle on a eu la vente libre des seringues en 1987. Mais d'un autre côté, je pense que c'était les populations que j'ai vues étaient des populations qui ne se mélangeaient pas, que les hétérosexuels, enfin, on a aussi... Dans cette contamination, il faudrait avoir une prévalence, et c'est très difficile à évaluer, des bisexuels. Et dans l'expérience qu'on a pu avoir en France, c'était quelque chose d'important. Et la dernière chose, quand on parle des contaminations hétérosexuelles sur la France, je pense qu'il ne faut pas mélanger la population, disons, autochtone et la population, disons, immigrée, notamment originaire d'Afrique subsaharienne, qui représente un nombre de cas non négligeables des contaminations hétérosexuelles et qui manifestement ne rentrent pas dans ce contexte-là. Donc je pense que c'est important de bien différencier les choses. Je pense que c'est vrai qu'il y a certains pays où c'est important, mais je ne suis pas sûr que cette transition de l'épidémie en France soit juste pour expliquer l'essentiel de la contamination hétérosexuelle. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Oui. I would like to say that the data for France was the most complicated and the least conclusive of all of the 14 areas that we studied. We did find data indicating high rates of syphilis among injecting drug users in southern France. We also found what you mentioned about immigrants contributing greatly to heterosexual transmission shortly after transmission among injecting drug users.
France may be the one case out of the 14 areas that does not fit the patterns as closely as the other 13. But in areas like Eastern Europe and Southeast Asia, we did see fairly close linkages between transmission among injecting drug users at continued high rates, with high rates of syphilis among the drug users, followed rapidly by high rates of heterosexual transmission. So I think France is probably the most complicated country out of the 14 areas we studied, but the patterns that we saw, particularly in Eastern Europe and in Southeast Asia, were really quite clear that if you have continued high incidence of HIV among injecting drug users combined with syphilis, which biologically facilitates HIV transmission, you're likely to see large self-sustained heterosexual epidemics. Oui, moi j'avais une question. Alors Xavier Aknin, médecin généraliste en Seine-Saint-Denis et au XAPA Émergence à Paris. Juste deux brèves remarques suite à l'exposé de Jean-Michel Coste que j'ai bien apprécié. Premièrement, effectivement, sur la mortalité, sur la remontée de la mortalité chez les usagers de drogue, je crois qu'il y a vraiment un enjeu politique et clinique à bien étayer, comme disait Jean-Jacques Deglon, la cause précise de cette mortalité, savoir quel produit est impliqué, si ce sont les traitements de substitution, s'il y a d'autres produits associés, s'il y a d'autres facteurs, parce que je veux dire qu'il ne faut pas être naïf là-dessus. On l'a vu avec le rapport de la mission parlementaire cet été, il y a un bon nombre de gens qui vont s'emparer de ces chiffres pour effectivement remettre en question les acquis de la substitution en mélangeant tout, et il y aura de toutes les façons une partie de la presse bien pensante qui effectivement s'en fera l'écho. Donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu politique. On peut se demander d'ailleurs dans cette mortalité s'il n'y a pas une frange de patients qui ont arrêté les traitements de substitution. Ça a été évoqué à la commission addiction, et qui, en perdant leur tolérance de ce fait aux opiacés, eh bien, se trouvent plus vulnérables et peuvent effectivement décéder d'overdose suite à une rechute de produits opiacés. Et la deuxième question, c'est sur votre présentation des recommandations de l'expertise collective de l'INSERM. Effectivement, moi, je crois qu'il y a une phrase clé qui est dans votre présentation, c'est que la réduction des risques a permis effectivement de beaucoup progresser, notamment en termes de réduction à la fois des overdoses, réduction de l'incidence aussi du VIH, et je pense que également il y a une action sur l'hépatite C, mais elle ne suffit pas elle-même, parce qu'effectivement il faut que ça s'intègre à une stratégie de prise en charge globale médico-sociale, et en particulier il y a une étude hollandaise qui montre bien ça, que si on veut réduire l'incidence de l'hépatite C, la RDR seule ne suffit pas, il faut vraiment que ce soit associé à un programme de substitution, je dirais, de bon niveau, et un accompagnement. Et je crois qu'il faudrait aussi élargir cette réflexion à la médecine générale, parce que vous n'avez pas beaucoup insisté sur la part des généralistes dans la substitution, qui assure quand même 90% des prescriptions selon l'étude 30. Et je crois que là, il y aurait aussi un enjeu de santé publique à élargir la réduction des risques aux généralistes, à ne pas la cantonner au XAPA et au CARUD, mais à se dire qu'il y a aussi de la réduction des risques à faire dans les cabinets de médecine générale. Sur les morts, moi je suis pas... Enfin, j'ai pas évidemment l'expertise de Jean-Michel, mais j'ai un certain nombre de décès, moi, dans ma patientèle, qui sont étiquetés décès méthadone d'une façon que je trouve extraordinairement légère, enfin, qui ne correspondent pas du tout ni à... Enfin, un type sous 40 mg de méthadone qui meurt va être étiqueté mort méthadone. Donc moi, je pense véritablement que si on doit faire un travail là, on va trouver peut-être des sous-évaluations, mais aussi des surévaluations, hein, ou des gens dont j'ai demandé, moi, les conclusions, et je les ai pas eues. Et maintenant...
quand vous dites qu'on n'a pas travaillé sur la question des morts dans le lobbying qu'on a pu faire sur les salles de consommation, en tout cas, nous, à Marseille, on a un groupe, je mets des experts avec des guillemets, on a beaucoup travaillé là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses peut-être qui n'arrivent pas jusqu'à la connaissance de tout le monde, mais je pense qu'effectivement, c'est une notion qu'on a beaucoup prise en compte. Et dernière question. Gauche. À gauche. Oui, oui. Enfin, je voudrais, toujours sur la question de la mortalité, le grand changement, c'est depuis 2003, c'est que la priorité a été accordée à la répression, et en 2003 et en 2007. Et moi, je dirais que, enfin, mon hypothèse, c'est qu'il y a une corrélation entre la hausse de la mortalité et le fait qu'il y a davantage de répression, donc davantage de clandestinité, davantage de violence dans la rue. Et je voudrais savoir si au niveau international, il y a eu des études, parce que j'ai lu, cette hypothèse ne tombe pas du ciel, j'ai lu une étude, je crois que c'était en Écosse, qui comparait justement cette question de la répression, de l'impact de la répression sur la mortalité, et peut-être aussi sur l'accès aux soins. Et j'aurais voulu savoir si au niveau international, ou en Grande-Bretagne, ou Donne Desjarlais, on pouvait avoir des éléments là-dessus, sur le lien qu'il peut y avoir entre la mortalité, la morbidité d'ailleurs, et l'action des forces répressives. I think one of the closest linkages between law enforcement and repression and mortality among drug users is that when drug users go into prison, they greatly reduce their drug use, and after they leave, they're at very, very high risk of overdoses because if they take the same amount that they were taking before they went into prison, they won't have tolerance. So the more people rotate in and out of prison, the more they're going to experience that very, very high risk period. I think also the methadone question is important. I know in a lot of U.S. studies, if somebody is found dead and they do the toxicology study and there's any methadone at all, then it's considered a methadone death, even though the person might have been hit by a truck or, other types of causes of death that clearly were not related, but just simply because the toxicologist found methadone, that was attributed as a methadone death. So I think you really do need to look very carefully at the death certificates and the autopsy data and such before trying to explain trends in overdose deaths. And Bob? Make any comments on law enforcement? Well, certainly in Ukraine, there's ample evidence that law enforcement practices contribute to the mortality of drug users. Just from the quotes I gave you, there were 3 people who indicated someone had died that was close to them, and it's actually quite rampant, at least in Odessa. Okay. Last answer, dernière réponse. Okay. I wanted to pick up a couple of points that were raised. Several questioners asked about looking at the data on the toxicology or the causes of drug-related deaths. Seems to me hugely important. We've also had the problem in the UK of understanding the increase in drug-related deaths. In the UK data, one of the very striking features is the difference between the prevalence data of drug use and the drugs found as appearing to cause the deaths, and our concentration of attention on opiates is because of that. So cocaine is a much bigger problem prevalence-wise in the UK, but when you look at the deaths, 80% of the deaths are related to heroin use or opiate use.
The second point, I completely agree with the attention that Don was drawing to the prison release period of risk. We not only know that deaths are concentrated according to the drug that's used, but also concentrated in time. The month after people come out of prison is a time of a sort of massive increase in overdose death rate. And the final point I'd make is about the way in which we provide our treatment services. We analyse the changes in the ratio between methadone prescribing and deaths in which methadone was implicated over a 20-year period when our policy changed, where we moved to having much more supervised consumption of methadone. And we previously had the highest death rate from methadone compared with other countries. And when we changed our practice, our death rate per million doses went down to a fifth of the previous level. So the way in which we provided the service was very different. The final point I'll make is that toxicology is crucial there. We then wanted to look at the data to do with buprenorphine versus methadone and its relationship to death rate. And we had our paper finished and ready to go off to the journal when one of us asked, did we know what toxicology was done on buprenorphine? And we then discovered that across most of the UK, there is no toxicology done for buprenorphine. So our knowledge of the relationship between methadone and buprenorphine is impaired by the lack of routine testing. Je vous remercie tous pour votre attention et je remercie tous les intervenants pour leur présentation. C'est l'heure du déjeuner. Merci.